Donc bonjour, on se retrouve pour le chapitre 4 d'Histoire qui s'appelle La gouvernance économique mondiale depuis 1944. Donc, euh, on peut entamer directement avec un bref résumé du chapitre. En 1944, les Alliés remportent la guerre, et donc, comme on a vu que c'est le crash de 1929, le crash boursier de 1929, qui est un des motifs, un des facteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc on se rend compte qu'il faut mettre en place une gouvernance économique mondiale pour pas que ça puisse se reproduire, d'accord ? Si Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, c'est parce que tout le monde était pauvre là-bas. Et donc comme il a promis la richesse, forcément, ça a plu aux Allemands. La gouvernance économique mondiale, le titre, ce titre-là est à relativiser, puisque on parle en fait d'une gouvernance qui est dominée par les États-Unis, et donc durant la guerre froide, elle ne concerne à peu près que le bloc ouest en fait. Donc forcément, ce titre de gouvernance économique mondiale est contesté par le bloc de l'Est parce qu'en fait il n'est pas mondial. Il ne concerne que les pays qui font partie du bloc ouest américain en fait. Donc ça c'est un peu, on va dire, l'introduction du chapitre. Donc c'est comment on arrive à ce qui se passe, on va dire. Mais comment on arrive à ce que une gouvernance mondiale se mette en place au niveau économique. Donc on va commencer avec la partie 1, la gouvernance économique mondiale depuis de 1940 à 1971. Et nous commençons directement avec le petit a, les ambitions de la gouvernance économique. Évidemment, cette gouvernance économique a des objectifs. Donc comme on l'a déjà dit, la crise économique des années 30 est responsable, ou est en partie responsable de la montée des totalitarismes, et donc du déclenchement du conflit de la Seconde Guerre mondiale. En Europe et au Japon, les dégâts sont considérables et représentent environ 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, pour vous faire une idée, ça représente un peu moins du PIB de la France par an. Sachant que le dollar à l'époque était beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça représente des dégâts colossaux. Oui. C'est vraiment énorme en fait ce qui s'est passé. Évidemment, comme tous les pays ont fait la guerre, ils sont pauvres. Donc comme ils sont pauvres, ils peuvent être attirés par les communistes avec leur doctrine de collectivisation. On donne tout pareil à tout le monde aura assez à manger, etc. Donc les États-Unis, comme ils s'inquiètent de la progression du communisme, ils vont aider avec différents plans les pays qui ont été ravagés par la guerre, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Italie, comme l'Allemagne évidemment, etc. Donc l'objectif d'une gouvernance mondiale est donc d'éviter les désordres économiques afin de créer des conditions qui permettraient une paix durable. Évidemment, pour qu'il y ait une gouvernance économique mondiale, il faut qu'il y ait une coopération entre les pays. Et pour qu'il y ait une coopération entre les pays, les États-Unis se sont dit qu'il serait bien que tous les pays utilisent à peu près la même monnaie au niveau mondial. Dans le pays lui-même, évidemment, nous par exemple en France, on utilisait les francs en France, on utilisait les francs. Mais quand on veut faire des transactions avec les autres pays, les Américains préféraient qu'on utilise les dollars. Et dans cette gouvernance économique mondiale, il y a l'apparition de l'État-providence, en s'inspirant des principes d'un économiste qui s'appelle Keynes, qui a montré les bienfaits de l'intervention de l'État dans les marchés économiques. Alors l'État redistribue les richesses, la protection sociale est créée, etc., etc. On arrive donc au grand B, les institutions internationales dominées par les États-Unis. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont créées par les États-Unis, pas que, mais c'est quasiment que eux qui les créent finalement, parce qu'en fait, ils sont ultra riches à la fin. Déjà, ils sont très riches parce qu'ils ont la guerre sur leur terrain, sur leur territoire, il y a eu quasiment, ils ont quasiment aucun dégât sur leur territoire, les Américains, et puis ils ont prêté tellement
d'armes, etc. aux pays comme la France ou le Royaume-Uni ou d'autres pays encore, que ils sont un peu, on va dire, les créanciers du monde. Tout le monde doit de l'argent aux États-Unis. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ils se rendent compte que les pays sont détruits complètement, qu'ils n'ont plus aucun argent, pardon. Ils vont établir le plan Marshall pour aider les pays qui auraient besoin d'argent pour nourrir leur population et pour se reconstruire, évidemment. Ils mettent en place aussi les accords de Bretton Woods en 1944. Lors de ces accords, le système monétaire international confirme le rôle central du dollar, qui devient la seule monnaie convertible en or. D'accord ? Pour assurer la stabilité monétaire, la valeur des autres monnaies, comme le franc ou la livre au Royaume-Uni, est fixée sur le dollar. Et le Fonds monétaire international, le FMI, est créé. Il est censé aider les pays en difficulté financière pour éviter que justement dans ces pays-là, il y a des partis comme communistes ou totalitaristes qui arrivent au pouvoir. Enfin, la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BIRD, BIRD, est aussi créée et elle va aider la reconstruction des pays qui ont bien pris dans la gueule, on va dire, durant la guerre. Enfin, les accords du GATT, signés en 1947, organisent des conférences internationales visant à développer le libre-échange. Donc là, ça, c'est pour réduire les taxes douanières. En bref, quand on importe des produits américains, quand on importait à l'époque, nos taxes douanières envers ces importations étaient faibles, pour pouvoir justement favoriser que les Américains envoient leurs marchandises un peu partout et que les Français envoient aussi leurs marchandises un peu partout, etc. Donc le GATT permet de réduire les taxes douanières, les taxes aux douanes, quoi. La contribution financière à ces organisations et le rôle dans la prise de décision sont proportionnels à la place que les pays occupent dans le commerce international. Ça veut dire évidemment que les États-Unis ont une place très importante, alors que par exemple le Gabon, il n'a pas une place très importante là-dedans. Maintenant qu'on a vu différents systèmes différentes institutions qui se sont mises en place pour régir, on va dire, la gouvernance mondiale, on va parler dans le grand C du succès de cette gouvernance, du succès du système de Bretton Woods, puis de ses limites et critiques qui ont fait qu'il a été annulé finalement. Grâce au FMI, à la BIRD, au GATT, au système de Bretton Woods, tous les pays européens, dont les États-Unis, tous les pays européens occidentaux, plus les États-Unis, évidemment, vont connaître une forte croissance, notamment par les 30 glorieuses en France, et un niveau de vie qui va se développer très fortement, avec une démographie assez importante. Une démographie, c'est quand la population augmente ou baisse. Là, une population qui augmente fortement. Mais évidemment, ça ne profite pas à tout le monde, ce système de Bretton Woods. Déjà, le bloc Est, évidemment, n'est pas concerné parce que les Russes ne veulent pas que les Américains aident les pays qui sont dans le bloc Est, évidemment. Et donc, l'URSS crée le Comecon, COMECON, qui est censé être un plan Marshall, un peu un plan Marshall à l'Est. Mais évidemment, ça marche beaucoup moins bien parce que les Russes sont beaucoup moins riches que les Américains. Et il y a d'autres pays qui sont laissés de côté par la gouvernance mondiale. C'est les pays du tiers-monde, comme déjà les pays africains, en grande partie. Les pays asiatiques, souvent, sont laissés de côté. Les pays de l'Amérique du Sud sont relativement peu écoutés aussi. Et tous ces pays se regroupent à Bandung en 1955 pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les États-Unis contrôlent l'économie mondiale. On va dire que l'ONU réagit en voyant que ces pays du tiers-monde commencent à sortir du silence et aimeraient bien être impliqués dans la mondialisation. Donc, en 1964, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUCED, est créée, on va dire, et elle vise à améliorer l'équilibre des échanges entre pays riches et pays pauvres. C'est pas les pays riches qui exploitent totalement les pays pauvres. Ils vont essayer de changer un peu ça, même si ça va prendre du temps, évidemment.
Cependant, les tentatives de la CNUCED se soldent souvent par des échecs, parce que les organisations mondiales et la gouvernance mondiale sont tout le temps dominées par les pays riches. La fin du système de Bretton Woods va marquer l'entrée dans une nouvelle gouvernance mondiale. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la partie 2, nouvelle gouvernance et instabilité économique entre 1971 et 1991. Et on commence par le petit a, une économie plus instable, puis le petit 1, la fin du système de Bretton Woods. Donc, même si ça a marché pendant un certain temps, pendant on va dire quasiment 15 ans, il y avait forcément un moment où ça allait péter, ce système de Bretton Woods. Les États-Unis commencent à connaître des difficultés économiques, et donc la convertibilité, s'il n'y a que le dollar qu'on peut convertir en or, ça commence à poser des problèmes aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas assez d'or. Qu'est-ce qui va faire que les États-Unis vont commencer à connaître des difficultés financières? C'est surtout la guerre froide et la constante recherche d'armement nucléaire qui va leur coûter très très cher, notamment la guerre du Vietnam. Afin d'éviter donc une diminution trop forte du stock d'or, Richard Nixon, donc le président des États-Unis de l'époque, annonce en 1971 la fin de la convertibilité du dollar en or, c'est-à-dire la fin de la gouvernance mondiale décidée à Bretton Woods. On arrive maintenant au petit 2, les conséquences des chocs pétroliers. Parce qu'il y a eu 2 chocs pétroliers qui ont eu de grandes conséquences au niveau de la gouvernance mondiale. Les tensions au Proche-Orient, parce que oui voilà, il y a pas mal de problèmes au Proche-Orient, on l'a vu avec M. Chabrier. Donc en 1973 et en 1979, les tensions du Proche-Orient provoquent des chocs pétroliers, les 2 que j'ai parlé. Le premier, donc en 1973, c'est la suite de la guerre du Kippour. Et les pays donc, arabo-musulmans qui font du pétrole, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, comme l'Irak, etc., décident d'augmenter le prix du pétrole pour ceux qui soutiennent Israël. Ça concerne, on va dire, les États-Unis, ça concerne les Britanniques, ça concerne, je pense, la France, même si on n'était pas trop pour Israël, mais ça concerne la France aussi. Ça concerne en majorité les pays européens, les pays américains. Et en 1979, suite à la révolution en Iran, les prix du pétrole connaissent une véritable augmentation. Donc c'est les 2 chocs pétroliers. D'accord ? Le prix du pétrole augmente fortement durant ces 2 années-là. Ces hausses des cours du pétrole entraînent une crise mondiale qui touche d'abord les pays industrialisés, les pays développés. En effet, un des fondements de la croissance économique était la possibilité de disposer d'un approvisionnement en énergie peu cher. Le pétrole ne coûtait pas cher. Avec la hausse des cours du pétrole, les coûts de production augmentent et les pays industrialisés deviennent moins compétitifs. C'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de la Chine. La Chine ne soutenait pas Israël, donc déjà elle n'a pas été impactée par la première crise pétrolière, et puis surtout, elle n'avait rien à voir avec les problèmes du Proche-Orient, donc elle a pu se développer très très vite. Pour ces pays, la crise est accentuée par le recours de plus en plus fréquent aux délocalisations. On a vu ce que c'est un SES, je vous laisserai aller voir. Comme ils ont délocalisé, les pays européens connaissent un fort chômage connaissent un fort chômage. Évidemment, si tu délocalises, les emplois que tu crées dans les autres pays, ce sont des emplois qui sont perdus dans ton pays. Donc il y a des chômages très forts, et donc une inflation très forte aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'argent? Eh bien, on s'endette énormément. C'est pour ça que, à partir de 1980, les dettes des pays développés ont constamment augmenté. Et pas que, hein, même les pays comme le Mexique par exemple, ont eu recours à un endettement massif. Petit 3, les débuts de la libéralisation de l'économie. Libéralisation de l'économie, c'est la mondialisation, si vous voulez. Pour répondre à la crise économique, certains États, dont les précurseurs sont les États-Unis, présidence de Ronald Reagan, décident d'appliquer les idées néolibérales. Les politiques libérales ont pour objectif une augmentation de la circulation des capitaux permettant une reprise de la croissance. Les dépenses publiques sont réduites, les prestations sociales diminuent drastiquement et les entreprises publiques sont privatisées. Le but est de provoquer l'afflux de capitaux dans ces secteurs ouverts à la concurrence. En bref, l'État-providence recule. D'accord ? Sous l'impulsion de certaines personnalités politiques, comme le prof des SES l'a dit dans son cours Regard croisé là, Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne,
décide d'être moins présent pour aider la population, et donc de laisser les marchés économiques plus libres. C'est pour ça qu'on les appelle les libéraux. Par ailleurs, en baissant les droits de douane, les échanges commerciaux internationaux sont favorisés et sont facilités. C'est pour ça que la mondialisation se met en place, c'est grâce à ça, on va dire. Cette libéralisation de l'économie provoque donc un recul de l'intervention des États et un rôle accru des acteurs privés. C'est comme ça que se met en place, par exemple, tout ce qui est assurance, hôpitaux privés aux États-Unis. Les banques centrales, elles, grandissent, notamment celles des États-Unis. Petit b, les mutations et les critiques de la gouvernance économique. Petit 1, la naissance du G7, la gouvernance des pays riches. Donc, la fin du système de Bretton Woods et les difficultés causées par la crise économique conduisent les États les plus riches à mettre en place le G6. Donc là, c'est une définition toute simple. Le G6 est une réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement des États les plus riches. On compte donc les 6 États les plus riches de l'époque. États-Unis, Japon, France, Italie, Grande-Bretagne et République fédérale allemande, Allemagne de l'Ouest. À l'initiative de la France, leur première réunion se tient à Rambouillet, en 1975. Le Canada rejoint ce groupe en 1976. Cela devient alors le G7. L'objectif du G7 est de permettre une coopération entre les économies les plus riches afin de coordonner les politiques économiques et monétaires. Le groupe s'occupe aussi des questions relatives à l'énergie, à l'emploi et à l'aide au développement. Petit 2. Limites et critiques de la gouvernance. Le G7 est victime de nombreuses critiques. On lui reproche d'être un club de riches qui prend des décisions dans son seul intérêt au détriment des pays en développement ou des pays sous-développés. Dans le tiers-monde, tout le monde est pauvre et mange sa merde. Donc forcément, le fait que des pays riches prennent des décisions pour tout le monde alors qu'ils sont que 7, ça pose des questions. La dette mondiale a quasiment triplé durant les années 80. Donc ça montre bien qu'ils prennent des décisions alors que ces pays de riches, justement, sont totalement surendettés, etc., etc. Donc le G7, puisqu'il ne regroupe que les 7 pays les plus riches, et que ces 7 pays prennent des décisions mondiales alors qu'ils sont que 7 sur 192 pays, on peut se demander de la légitimité de ce groupe. Une nouvelle conception du développement, basée sur le respect de l'environnement et la réduction des inégalités, émerge en 1987, avec notamment le rapport Brundtland, comme on l'a vu en SES. Grand 3, la gouvernance économique mondiale depuis 1991. Grand A, une gouvernance économique libérale. Petit 1, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La fin de l'URSS en 1991 marque la victoire du capitalisme à l'échelle mondiale. Les États-Unis sont les grands vainqueurs de la guerre froide, et l'idéologie libérale, qui se développe depuis la fin des années 70, peut désormais s'appliquer à l'ensemble du globe. La Russie rejoint en 1998 le G7, qui devient alors le G8. L'Organisation mondiale du commerce est créée en 1995 pour remplacer la GATT. Son but, tout simple, est de favoriser les échanges mondiaux au niveau du commerce. Par exemple, donc toujours dans la continuité du GATT, de baisser les droits de douane et donc de favoriser les échanges de marchandises, de flux et d'hommes. Petit 2, la multiplication des regroupements régionaux. D'accord ? Ça existe encore, mais dans plusieurs régions du monde, on préfère favoriser les échanges au niveau régionaux, au niveau d'un continent ou alors d'un demi-continent. Par exemple, il y a l'Union Européenne qui est créée, évidemment, et donc la zone euro aussi, la zone euro en 2002. Le Mercosur, qui est une organisation régionale d'Amérique du Sud. L'ASEAN, qui devient une zone de libre-échange en 1991, c'est la libre-échange asiatique. Et l'ALENA, qui associe le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui est créée en 1994. Fini le grand A, on passe au grand B. Quelle gouvernance économique face à la crise économique de 2007, la crise des subprimes? Ça, c'est le petit 1, la crise des subprimes. Aux États-Unis, profitant de la déréglementation des finances, des banques et des assurances, ces banques justement et assurances ont proposé des prêts à des personnes qui étaient insolvables. Ça veut dire que ces personnes ils ont donné des prêts à des gens qui ne pouvaient les rembourser. Pourquoi ? Comme ça, les gens s'endettaient et donc hypothéquaient leur maison. Comme ils ne pouvaient pas rembourser les prêts, les banques, les assurances prenaient la maison et essayaient de les revendre sur le marché immobilier.
Évidemment, comme toutes les banques ont fait ça, il y a eu plein de maisons à vendre sur le marché immobilier, donc le prix des maisons a baissé, donc les banques ont perdu de l'argent, ont fait faillite, etc., etc. Ça a enchaîné, on va dire, le crédit crunch, comme on l'a vu en SES, où il n'y a plus aucun crédit qui est accordé à part à des personnes très riches qui sont très très solvables. Et donc cette crise financière, au départ c'était une crise financière, s'est étendue à tous les domaines de la vie et surtout sur tout le globe. Nous en France on a vécu ces effets à partir de 2008-2009, où là c'était assez fort, on a commencé à... ça a beaucoup affecté l'économie française et européenne. Les difficultés, ça c'est le petit 2, les difficultés de la gouvernance mondiale face à la crise. Les institutions de la gouvernance mondiale, de la gouvernance internationale, pardon, donc comme FMI, l'OMC, etc., éprouvent de nombreuses difficultés pour remédier à la crise. L'OMC est incapable de trouver des solutions à la crise des subprimes. Le FMI intervient auprès de certains États qui, vous le savez peut-être, ont été extrêmement impactés par la crise, comme l'Islande, le Portugal, la Grèce et l'Espagne. La Grèce, on connaît, aujourd'hui, c'est un pays qui n'a plus un sou en fait. Et donc le FMI a redonné de l'argent aux banques grecques, aux banques espagnoles, aux banques portugaises, aux banques islandaises, pour qu'elles puissent redonner du crédit, donc refaire partir la machine économique. Le G20 se réunit en 2008, donc le G20 c'est les G7 plus les pays émergents, donc Afrique du Sud, Inde, Chine, Arabie Saoudite, etc., afin de trouver des solutions. Quelques décisions sont prises, mais réellement, il n'y a aucune décision importante qui est prise parce que les pays n'arrivent évidemment pas à se mettre d'accord, sachant que chaque pays a des intérêts différents. Donc forcément, ça n'aide pas. Grand C, les contestations de la gouvernance économique mondiale. Petit 1, les acteurs de la critique de la gouvernance. Il y a différentes voix qui se lèvent contre cette gouvernance mondiale et contre la mondialisation. C'est le cas des altermondialistes. Certaines associations, comme ATTAC, ATTAC, créées en France, critiquent la mondialisation. En 1999, des heurts éclatent à Seattle lors d'une rencontre de l'OMC. La crise de 2008 conduit également à l'apparition de mouvements citoyens contestant l'ordre libéral. Et en bref, c'est-à-dire que les gens considèrent que la mondialisation ne permet qu'aux pays émergents qui ont réussi et aux pays développés d'aller bien. La mondialisation, en fait, n'est pas bonne pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que les gens préfèrent l'altermondialisme. En bref, c'est une autre mondialisation qui serait plus juste, plus équitable entre tous les pays de la Terre. C'est beau, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et donc, petit 2, les critiques. Plusieurs sujets. Donc là, on a vu qui était pas content. Maintenant, on va savoir pourquoi ils sont pas contents. Il y a plusieurs choses qui font que les gens sont pas contents. Évidemment, il y a le climat. On voit bien que la mondialisation et la gouvernance mondiale actuelle sont en train de détruire la Terre, parce que on fait pas du tout attention au réchauffement climatique, on fait pas du tout attention aux dégradations environnementales que provoque notre mode de vie. Encore bon, je peux pas dire encore les Français ça va, mais les Français ça peut aller encore. Si tout le monde était comme les Français, il y aurait des problèmes, mais ça irait. Par contre, les Américains, c'est pas possible, quoi. Et aussi, il y a d'autres critiques, c'est la délocalisation. Parce qu'en fait, en délocalisant, ok, les produits coûtent moins cher, mais il y a beaucoup de chômage dans les pays qui délocalisent, beaucoup de chômage, des pertes de revenus, etc., etc. Et les conséquences de ces critiques, ça c'est le petit 3, les résultats sont modérés. Au niveau environnemental, on commence enfin à prendre conscience que c'est important, et donc qu'il faut réagir en mettant des normes, et des normes, des taxes, etc. pour lutter contre la dégradation pour favoriser le développement durable, pardon. Mais en soi, on n'est pas encore rendu au moment où on se rend compte qu'il faut absolument changer totalement ce qu'on fait. Pour l'instant, on essaie juste, en fait, on continue à faire, donc à polluer, etc. Mais on essaye de réduire l'impact de cette pollution. Ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter totalement de polluer. Mais évidemment, c'est très compliqué. Bon voilà, le cours sur la gouvernance mondiale est terminé. J'espère que vous avez à peu près compris de quoi cela parlait. Donc en fait, c'est l'évolution de la gouvernance mondiale qui gouverne l'économie au fur et à mesure de l'histoire, donc entre 1944 et aujourd'hui.
Bah voilà, c'est fini. Merci beaucoup.